Chapitre 24. L'esprit moderne de Shanghai. Shanghai est la ville la plus cosmopolite de la Chine des temps modernes. All About Shanghai, publié en anglais à Shanghai en 1935, la décrit ainsi. Pour les Occidentaux, Shanghai est la 6e plus grande cité du monde. Shanghai est le Paris de l'Orient. Shanghai est la ville la plus cosmopolite de la planète. Fin de citation. À cette époque, Shanghai était avant tout, aux yeux des Chinois, une ville moderne. Cette opinion s'est formée sur la constatation de la civilisation urbaine des années 30 du XXe siècle. Shanghai était alors synonyme de modernité, de ville ouverte dans les mœurs du temps, dynamique, attirante et novatrice. La plus ouverte des villes chinoises. Le vieux Shanghai, la ville chinoise la plus ouverte et la plus cosmopolite de l'époque, avait assimilé très tôt et assez rapidement la civilisation occidentale. Le célèbre Pudong, Shanghai plage pour les Chinois, symbolise, au dire de certains, son ouverture comme une plage, sans limite ni frontières. Selon les documents historiques, les équipements modernes des villes occidentales furent adoptés par Shanghai dès la fin du XIXe siècle. On y vit apparaître la première banque en 1848, les premières rues européennes en 1856, la lampe à gaz en 1865, le téléphone en 1881, l'eau courante en 1884, la voiture en 1901 et le trolleybus en 1908. 8 mois après que les frères Lumière eurent inventé le cinéma en France, en 1895, une salle de cinéma fut inaugurée rue Chapu, dans le quartier de Hongkou. Dans les années 30, Shanghai se développait de concert avec les métropoles les plus avancées du monde. Son ouverture vers l'extérieur constituait le principal caractère de la plus grande ville de Chine et elle lui permit de devenir une plaque tournante pour le développement de la culture occidentale en Asie. De 1840 à 1949, à part la banque, la lampe à gaz, le téléphone, l'eau courante, le cinéma, la voiture et le trolleybus mentionnés plus haut, d'autres apports, tant matériels que culturels, furent véhiculés par Shanghai pour se propager dans les villes de l'intérieur de la Chine. Les domaines concernés étaient la presse, la musique, la peinture, le théâtre, la danse, le cirque, les spectacles de magie, le phonogramme, la photo, le télégramme, le ventilateur, la machine à coudre, la roseuse automobile, le costume occidental, la cuisine européenne, la bière, le café, mais également le calendrier, le cycle hebdomadaire, la cérémonie nuptiale, la vie de la femme en société, la bibliothèque, les musées, les règlements de police, la défense judiciaire, la société anonyme, l'agent de change, les conseils d'administration, la circulation routière et les collectes d'ordures ménagères. Les œuvres théoriques et politiques de l'Occident, traduites par Yan Fu, et les romans étrangers traduits par Lin Shu, furent publiés par des maisons d'édition de Shanghai. L'architecture du Pudong montre de façon exemplaire l'internationalisme du Shanghai de l'époque. 28 gratte-ciel de plus de 10 étages furent érigés dans 17 styles différents, parmi les plus représentatifs de l'architecture européenne, anglaise, russe, allemande et autrichienne. Le secteur est ainsi réputé pour être une foire universelle de l'architecture. L'hôtel Sassoon, situé au 20 Pudong, aujourd'hui l'hôtel Epping, a 17 étages. Ses chambres, luxueuses, étaient décorées selon des modèles venant de 9 pays différents, dont la Chine, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Inde, le Japon, l'Italie et l'Espagne. L'hôtel était alors considéré comme le premier bâtiment d'Extrême-Orient. Le restaurant occidental du Club de Grande-Bretagne, aujourd'hui l'hôtel Dongfang, au numéro 2 du Pudong, avait une salle de 300 mètres carrés sans aucun pilier. Son bar de 36 mètres était le plus long d'Extrême-Orient. L'immeuble de la banque HSBC, aujourd'hui siège de la Banque du Développement Pudong, au numéro 12 du Pudong, rappelle le style grec avec ses colonnes ioniques. La paire de lions en bronze devant sa porte vient de Grande-Bretagne. Les piliers, les murs et le sol du hall sont habillés du marbre le plus précieux d'Europe.
Le plafond et la partie supérieure des murs sont décorés sur plus de 200 mètres carrés de fresques, réalisées en mosaïque multicolore par un maître d'ouvrage italien sur les plans d'un peintre anglais. Le bâtiment était considéré comme le plus luxueux qui existait entre le canal de Suez et le détroit de Bering. Ville la plus ouverte de Chine, Shanghai était celle qui recevait le plus grand nombre d'étrangers. En 1942, les 150 000 étrangers qui y vivaient venaient de 58 pays différents, dont la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Russie, l'Inde et le Japon. Parmi eux, il y avait des gens fortunés, mais aussi d'autres moins riches. Pour ceux qui n'avaient pas réussi dans leur propre pays, Shanghai fournissait un nouveau rêve. Vivre à Shanghai était devenu l'aventure à ne pas manquer. Un missionnaire européen décrit l'atmosphère cosmopolite qui y régnait à travers d'amusantes scènes de rue. Je cite : « En vous promenant rue de Nanjing, vous aurez le sentiment d'assister à une réunion des représentants de toutes les nations du monde. À côté de vous marchent des Russes, grands et barbus, ou des Allemands plutôt corpulents. Et peut-être vous trouverez-vous nez à nez avec un officier japonais petit et mince. Au milieu de l'étroit passage clouté, un Français enlève son chapeau, fait un salut, et son chapeau frappe en pleine figure un Indien dans sa tenue de brocart jaune impeccable. Autour de vous, vous entendez parler l'allemand à la langue roulée ou l'argot de Londres. À côté d'un homme habillé à la dernière mode de Paris, un pauvre ouvrier couvert de lambeaux. Deux matelots, sur un tandem, foncent à toute allure, sans faire cas de l'air mécontent de deux Japonaises en kimono qui les évitent de justesse. Un moine, en robe grise, donne un coup de coude à un missionnaire romain à la longue barbe. Plus par sentiment patriotique que par le zèle mercantile, sans doute, le patron de la boutique russe a marqué les prix dans sa langue native, à la grande perplexité des passants. En face de lui, le coiffeur japonais affiche dans un bien piètre anglais ses tarifs défiant toute concurrence. Fin de citation. Métropole internationale, Shanghai attirait beaucoup de personnalités du monde culturel et les incitait à venir effectuer des visites ou des conférences. On peut citer parmi eux le philosophe américain Dewey, le philosophe anglais Russell, le grand physicien Einstein, le poète indien Tagore et la star du cinéma Charlie Chaplin. L'ouverture de Shanghai fut on ne peut plus évidente durant la Seconde Guerre mondiale. La ville recueillit plus de 30 000 réfugiés juifs, plus que le Canada, l'Australie, l'Inde, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande réunis. Pour échapper aux nazis, ces réfugiés, après avoir connu maintes difficultés, choisirent de venir à Shanghai, car l'entrée dans cette ville n'exigeait ni visa ni aucun autre document administratif. La plupart d'entre eux y vivront jusqu'à la fin de la guerre. Shanghai était pour eux la barque qui les sauva de l'enfer. Quelle que soit son origine, tout étranger vivant à Shanghai éprouve le même sentiment, celui d'être chez lui. Je cite : « Shanghai nous accueille non pas comme une auberge, mais comme une maison à nous. » À la veille du bombardement de Shanghai par les Japonais, en 1937, un Anglais écrit ceci : « Pour une majorité d'entre nous, Shanghai est notre maison pour toujours. » Ce qui montre bien que le cosmopolitisme métropolitain de Shanghai ne s'arrêtait pas à son niveau matériel et technique, mais s'infiltrait aussi au plus profond de la culture et du bien-être intérieur de l'homme. Être dans l'air du temps. Les habitants du vieux Shanghai aiment suivre la mode. Cette particularité vient d'une certaine perception sensible de la ville. Cette perception, d'ordre culturel, influence les habitudes de vie, mais aussi les spécificités morales et intellectuelles de ses habitants. La recherche de la mode, dans un premier temps, consiste surtout à imiter le modèle occidental considéré comme l'excellence. Les meilleurs exemples en sont le café et le bal. Le café, lieu privilégié pour goûter au plaisir de la vie moderne des Européens, devint très populaire à Shanghai. Les plus célèbres d'entre eux étaient le Signa de la rue Nanjing, le Sullivan, entièrement décoré à l'occidental, le Vandenlaar, un style allemand de la rue Jingen, les maisons russes Constantin et Balkan, et le Little Man en face du théâtre Cathay. Vers la fin de la journée,
Les écrivains de Shanghai venaient souvent dans ces lieux pour discuter entre eux, devant un bon café bien corsé. D'une certaine manière, le monde littéraire de Shanghai des années 30 s'imprégnait du parfum du café. En même temps, le nombre de bals augmentait à Shanghai. En 1946, les danseurs enregistrés par la municipalité étaient au nombre de 3300. La ville était appelée la « cité orientale qui ne dort jamais », en raison de sa vie nocturne sous les lumières des néons de ses nombreux dancing. Les clubs de danse les plus connus étaient le Paramount, le Metropolitan Garden, le Lido, le Santana, le Venus Café, Roxelle, le Vienne Garden, le Petit Club. L'orchestre du Paramount se composait alors de musiciens russes qui jouaient du jazz américain du dernier cri. Ce club, aujourd'hui disparu, reste encore dans la mémoire de beaucoup grâce au récit de l'écrivain contemporain Bai Xianyong, La dernière nuit de Miss Jin et l'éternel Yin Xueyan. Les Shanghaïens étaient sensibles à la mode occidentale, mais ils ne l'adoptaient pas sans réserve, notamment quand il s'agissait de la vie quotidienne. Dans ces domaines-là, largement marqués par les coutumes des régions méridionales du Jiangsu et du Zhejiang, les particularités locales étaient bien conservées. Prenons l'exemple de la tradition culinaire. Il y avait à Shanghai beaucoup de restaurants occidentaux, dont Yinpingxiang était un célèbre restaurant de luxe où un léopard était exposé en cage pour le plaisir des clients. Zheng Pu, écrivain de la fin des Qin et auteur des Fleurs de la mer du péché, mentionne un banquet de grande cuisine organisé dans ce restaurant par l'officier Su en honneur du lauréat du concours impérial Qin. La grande cuisine était le nom destiné à la cuisine occidentale. Les Shanghaïens, aisés, affectionnaient les plats étrangers et les plus modestes s'y essayaient, aussi pour certaines occasions exceptionnelles ou pour certaines fêtes. Manger les grands plats ou goûter la grande cuisine était une mode qui s'était emparée de toute la ville, au point que les Chinois venant en touristes depuis d'autres régions considéraient la sortie au restaurant occidental comme un incontournable, au même titre que la promenade en carrosse. Goûter à la cuisine occidentale n'était malgré tout qu'exceptionnel, et dans leurs repas de tous les jours, les Shanghaïens étaient fidèles au terroir. Depuis longtemps, la région de Shanghai produisait du riz, et le riz blanc constituait la nourriture de base de tous les repas. On y ajoutait parfois des légumes, de la viande fumée ou fraîche, des saucisses, et on préparait le riz soit à la vapeur, soit au wok avec une omelette, soit avec de la sauce. Les restaurants de rue servaient le riz comme nourriture principale. Les plats familiaux de Shanghai portent la caractéristique de la cuisine des régions au sud du Yangtze. Ils privilégient la viande de porc et la volaille braisée avec du bambou tendre, des haricots, des beignets de tofu, des champignons et des œufs entiers. Les plats comme le porc au bambou séché, le sauté de la mêle de porc aux haricots, le ragoût de porc au tofu frit et la soupe de courge au jambon sont à la fois bons et peu coûteux. Les anka et dim sum de Shanghai caractérisent aussi le style local. Les petits pains farcis du Nangxiang, les boulettes de riz gluant du Ningbo, les nouilles de Kangkang-Glanting, les gâteaux de riz gluant enveloppés dans les feuilles de bambou de Wufanzai sont tous délicieux, raffinés et bon marché. En 1998, Bill Clinton, alors président des États-Unis, dégusta les petits pains du Nangxiang lors de sa visite du jardin You à Shanghai et en fit grand éloge. Le Shikumen et le Langtang. Le Shikumen représente un style d'architecture né avec l'urbanisation de Shanghai. Depuis de longues années, ce type de logement constitue le lieu de vie et d'activité d'une grande majorité des habitants de la ville. Les premières constructions de Shikumen firent leur apparition entre 1950 et 1960. C'étaient des logements économiques, en matériaux et en main-d'œuvre, qui occupaient aussi relativement peu de terrain. Ces maisons, à 2 étages, étaient appelées 3 en bas, 3 en haut, en raison de la disposition des pièces qu'elles comportaient. Au rez-de-chaussée, un salon se trouve entre 2 pièces latérales et à l'étage, 3 pièces sont disposées de façon similaire. Plus tard,
D'autres maisons de taille plus réduite furent construites. Ce sont les 2 en bas, 2 en haut, ou une en bas et une en haut, selon le nombre de pièces qu'elle contenait. La porte de la maison, en bois massif peinte en noir, était encadrée de granit ou de pierre rouge de Ningbo, d'où le nom Shikumen qui signifie porte encadrée de pierre. Un peu plus tard encore, afin de satisfaire la demande de la classe moyenne, quelques aménagements y furent apportés afin de transformer ces maisons en habitations plus résidentielles. La porte noire et le mur très haut qui entourait la cour furent supprimés. On y installèrent une salle de bain et une cuisine au gaz. La cour fut également aménagée pour devenir un patio fleuri. Ces maisons portent désormais le nom de Shikumen rénovées. À cause des loyers élevés, il arrive souvent qu'une maison soit partagée par 6, 7 ou même 10 familles. Les résidents, dont la profession, l'origine, les habitudes et les passions sont fort différents, cohabitent sous un même toit. Le phénomène d'ailleurs est devenu typique de Shanghai. Sous les toits de Shanghai, célèbre pièce de théâtre de Xiayan met en scène des histoires comiques et tragiques de petites gens qui cohabitent dans une maison de l'est de la ville dans les années 30 du siècle dernier. À l'étage, une mansarde de 10 mètres carrés au-dessus de la cuisine, appelée Tingzedian, ne voyait jamais entrer le jour. Il y faisait très froid en hiver et une chaleur étouffante en été. Son loyer, assez bas en conséquence, ne dépassait pas 4 yuan à l'époque. Les locataires de Tingzedian avaient des métiers et des occupations fort diverses. Commis de bureau, ouvriers, apprentis de commerce, étudiants, lycéens, journalistes libéral, artistes, écrivains, musiciens. Il arrivait que 2 ou 3 écrivains partagent une seule pièce. Parmi les plus grands hommes de lettres et d'artistes des années 20 du XXe siècle, Lu Xun, Mao Dun, Pa Jin, Su Beong, Liu Esu, ils ont tous vécu dans un shikumen et créé leurs œuvres dans une mansarde. Les ruelles, qui contiennent une suite de maisons, s'appellent Lilong ou Longtang. La plus large d'entre elles mesure 4 mètres et la plus étroite ne dépasse pas 3 mètres. Un Longtang est un univers de vie pour la population de Shanghai. Ses habitants prennent le repas, lavent les vêtements, épluchent leurs légumes. Dans la rue, ils y vident même leur vase de nuit. En été, devant chaque maison, une petite table est dressée autour de laquelle toute la famille prend son repas. Le soir venu, beaucoup de gens prennent l'air sur une chaise longue ou sur un lit de bambou qu'ils disposent devant leur porte, après les avoir bien arrosés d'eau froide au bout de la ruelle. La vie des Longtang est une vie ouverte. Ici, ce qui se passe dans une famille et dans l'enceinte de la communauté s'interpénètre. Il y a peu de place pour l'intimité. Tout le monde est au courant de ce que mangent ses voisins et connaît le nombre de tenues de ses voisines. Toute la ruelle est au courant des revenus de chaque foyer et de ses relations familiales. Certains affirment que l'esprit d'ouverture de la population de Shanghai tient à ce mode de vie peu confidentiel. Dans chaque Longtang, il y a des boutiques. Elles sont encore plus nombreuses à l'entrée des ruelles et dans les grandes rues sur lesquelles elles débouchent. On y trouve des magasins de tissus, des boucheries, des comptoirs de riz, des pharmacies, des couturiers, des barbiers. Des marchands ambulants y circulent aussi pour vendre des petits plats et autres friandises. Leurs cris d'appel résonnent du matin au soir. Cette image ressemble plus ou moins à celle du Hutong de Beijing, avec la différence que les aliments colportés ici sont typiquement du Sud. Raviolis Hutong en soupe fumante, gâteau de riz gluant farci au jambon fumé, bouillon de riz aux graines de lotus et au sucre, soja aux 5 parfums, glace, confit de poire. Le plus typique de tous étant sans doute la friture de tofu séché à l'odeur spécifique. Au cri qui annonce un marchand, ceux qui habitent à l'étage font descendre de leurs fenêtres un petit panier en bambou contenant récipient adéquat et quelque argent. En quelques minutes, le vendeur prépare les raviolis en soupe, les gâteaux au riz gluant, et en remplit le récipient qu'il remet dans le panier, toute parole étant superflue durant la transaction. Vivant dans leurs univers de Longtang, les habitants des shikumen restaient pourtant en contact étroit avec l'extérieur. Ils étaient sensibles à la civilisation moderne venue des pays étrangers, en particulier ceux des milieux aisés ou intellectuels. Les écrivains aimaient fréquenter les librairies étrangères dans les concessions, où ils pouvaient trouver les dernières éditions occidentales.
Ye Lifeng, un écrivain, se souvient de sa découverte de l'Ulysse de Joyce, édité par la librairie Shakespeare de Paris. À la vue de ce livre, il fut pris d'émotion et il put finalement l'acheter pour la modique somme de 70 centimes, alors qu'il valait à l'origine 10 $. Les gens cultivés n'avaient pas l'impression d'être coupés du monde, et malgré leur vie dans les shikumen, leur création et leurs pensées portent l'empreinte de l'influence de la culture occidentale. De la fin du siècle dernier au début de notre siècle, un centre commercial et de loisirs, Xintiandi, fut inauguré sur la base de la conception des ruelles des shikumen. La chaussée est couverte de briques grises, comme les murs des maisons, mais l'intérieur est aménagé de façon moderne avec café, restaurant, bar à musique, magasin à la mode, boutique d'accessoires et salle de cinéma. Pour ceux qui le fréquentent, l'endroit est à la fois élégant, branché, calme et dynamique. Les personnes âgées retrouvent le charme d'antan, les jeunes découvrent la dernière mode, les étrangers voient ici la Chine et les Chinois ont un aperçu du monde occidental. Certaines personnes l'appellent aussi le port des pêcheurs. La conception du centre témoigne du talent des Shanghaïens qui ont toujours su rénover en adaptant la tradition à la modernité. Shanghai est la ville chinoise la plus avancée et la plus dynamique. Son charme de cité moderne réside dans son esprit d'ouverture, sa grande énergie et sa capacité de vivre avec son temps.